Le matin se levait sur Paris, froid et pluvieux, un de ces jours d'hiver où le ciel gris semble peser sur les toits haussmanniens. Dans le chic 6e arrondissement, la boulangerie-pâtisserie La Maison Durand était une bulle de chaleur et de lumière. À l'intérieur, l'odeur réconfortante des croissants frais et du café chaud flottait dans l'air, se mêlant aux conversations feutrées de clients élégants. Une vitrine scintillante exposait des rangées de gâteaux et de macarons colorés, de véritables bijoux comestibles qui promettaient un instant de bonheur. Dehors, la réalité était tout autre. Le trottoir mouillé reflétait les phares des voitures, les passants pressés se hâtaient sous leurs parapluies, indifférents. Le contraste était saisissant, une frontière invisible mais bien réelle entre l'abondance protégée du froid et l'abandon livré aux éléments. Une scène parisienne ordinaire qui cachait des drames silencieux. Assis à une table dans un coin, à l'écart de l'agitation matinale, Alain Durand incarnait à lui seul la réussite de ce lieu. À 62 ans, le fondateur de l'empire Durand était l'image même du succès. Son costume de luxe était impeccable, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés, sa montre de marque discrètement visible à son poignet. Pourtant, malgré cette façade de contrôle absolu, son expression était vide. Ses yeux portaient une mélancolie profonde qu'aucun succès matériel ne parvenait à combler. Il parcourait des feuilles de calcul sur sa tablette avec une efficacité robotique, un geste mécanique pour remplir le silence de sa vie depuis la mort de sa femme. Il était le roi du pain, cet aliment symbole de partage et de chaleur familiale, mais il était devenu un homme seul dans un palais de saveurs, émotionnellement en faillite. La porte de la boulangerie s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air glacial et avec lui, une jeune femme et sa petite fille. Le visage de Chloé était marqué par la fatigue et la peur, ses vêtements usés et inadaptés au froid mordant. Elle tenait fermement la main de sa fille, Victoire, une enfant de 6 ans dont les grands yeux bleus curieux contrastaient avec ses habits élimés. Après avoir hésité un long moment sous la pluie, poussée par le désespoir de voir sa fille affamée, Chloé s'avança timidement vers le comptoir. Évitant le regard des autres clients, elle s'adressa au gérant, Julien, d'une voix tremblante. Elle demanda humblement s'il y aurait quelque chose d'hier ou qui serait jeté pour sa fille. La réponse de Julien fut cinglante et publique. « Ceci est un établissement de luxe et pas un centre d'aide sociale. Sortez immédiatement !» Alain leva les yeux de ses chiffres, attiré par le ton méprisant du gérant. Il fut le témoin de toute la scène. La honte qui submergea le visage de Chloé était palpable, mais ce fut le regard de la petite Victoire qui le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Il vit la terreur et l'incompréhension dans ses yeux d'enfant, une pureté en train de se briser face à la cruauté du monde. Cette image fissura instantanément l'armure d'apathie qu'il avait construite autour de lui. La douleur de cet enfant, voyant sa mère humiliée, fit écho à sa propre perte et à sa solitude infinie. C'est dans ces moments de cruauté silencieuse que l'on réalise à quel point certaines vies sont rendues invisibles. Si vous croyez, comme nous, que ces histoires méritent d'être racontées, votre abonnement nous donne la force de continuer à leur donner une voix. Le silence qui suivit leur départ fut plus assourdissant que le tumulte matinal. Alain regarda Julien, le gérant, reprendre son poste avec un air de satisfaction qui lui glaça le sang. Une rage froide et silencieuse, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de sa femme, monta en lui. Il se leva, s'approcha du comptoir et, sans élever la voix, prononça quelques mots qui effacèrent instantanément le sourire suffisant du visage de Julien. Mais sa priorité n'était pas la punition. Il quitta la chaleur de la boulangerie pour le froid mordant de la rue, ses chaussures de luxe éclaboussant l'eau des caniveaux. Il balaya la rue du regard et les aperçut, 2 silhouettes fragiles blotties sous l'auvent d'une boutique fermée. Il se mit à les suivre, gardant une distance respectueuse, son cœur battant au rythme d'un mélange oublié de douleur et de détermination. Il s'approcha d'elles avec lenteur, les mains bien en vue pour ne pas les effrayer.
Le corps de Chloé se raidit aussitôt, attirant Victoire derrière elle comme pour la protéger d'un danger imminent. Ses yeux, emplis d'un mélange de défi et de peur, le fixaient. « Qu'est-ce que vous nous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Alain s'arrêta à quelques mètres, son regard adouci par une compassion sincère. Il n'offrit pas d'argent, mais quelque chose de plus simple, de plus humain. « Je voudrais vous offrir un chocolat chaud, dans un endroit chauffé, c'est tout. » Il posa son regard sur Victoire, dont le petit visage curieux dépassait du manteau de sa mère. La simple évocation du chocolat chaud fit naître une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. Chloé hésitait, son esprit pesant le pour et le contre, le risque potentiel face au froid qui leur transperçait les os. Devant sa méfiance, Alain prit le risque de laisser tomber son propre masque de contrôle. « Je m'appelle Alain. J'ai perdu ma femme il y a 5 ans, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure dans le bruit de la ville. Depuis, le monde est devenu gris. Aujourd'hui, dans le regard de votre fille, j'ai vu le moment précis où les couleurs commencent à s'éteindre pour un enfant. Je ne peux pas réparer mon passé, mais je refuse de rester les bras croisés pendant qu'une autre famille est brisée par la cruauté. » Sa confession n'était pas une supplique, mais le simple énoncé d'un fait, un pont de douleur partagé jeté au-dessus du gouffre qui séparait leurs 2 mondes. Il n'était plus un homme riche offrant la charité, mais un homme seul reconnaissant un désespoir familier. Ils trouvèrent refuge dans un petit café sans prétention, à quelques rues de là, un univers à part de l'opulence de la maison Durand. La chaleur du lieu était un baume apaisant. Victoire, serrant une grande tasse de chocolat fumant surmontée de crème fouettée, semblait se métamorphoser. Un petit sourire timide se dessina sur son visage. En la regardant boire, Chloé sentit une vague d'amour et de douleur la submerger. Elle prit enfin la parole, d'une voix basse. Elle raconta leur fuite, le fait d'avoir tout abandonné au milieu de la nuit pour échapper à un homme dont l'amour s'était transformé en poison. Elle parlait par fragments, brossant un tableau de peur et de désespoir, 2 mois passés à errer d'un abri précaire à un autre, toujours sur ses gardes. Alain écoutait sans l'interrompre, sa présence silencieuse devenant une ancre dans sa tempête. Cette nuit-là, le silence de son immense hôtel particulier était assourdissant. La rencontre avait fait voler en éclats l'engourdissement qu'il avait si soigneusement entretenu. Il errait dans les pièces vides, où les portraits de sa défunte épouse, Hélène, semblaient le dévisager d'un air interrogateur. Il était contraint de faire face à la véritable nature de son geste. Était-ce de l'altruisme pur, ou essayait-il de combler le vide béant que la mort d'Hélène avait laissé? Il craignait d'utiliser Chloé et Victoire pour apaiser sa propre conscience, un acte égoïste déguisé en acte de bonté. Cette pensée le terrifiait, car si ses motivations n'étaient pas pures, il risquait de leur causer encore plus de tort, en projetant son propre deuil non résolu sur leur vie déjà si fragile. Le lendemain matin, la détermination avait remplacé le doute. Il déclara la guerre à la bureaucratie. Il appela son avocat, un homme habitué aux fusions d'entreprises, pas aux papiers d'identité perdus. La tâche était monumentale. Chloé n'avait aucun document, aucune existence officielle. Elle était un fantôme dans le système. Alain découvrit un monde d'impasses administratives, de suspicion et d'indifférence systémique envers ceux qui étaient passés à travers les mailles du filet. Chaque appel téléphonique était une bataille, chaque formulaire une montagne à gravir. Mais à chaque obstacle, sa détermination se renforçait. Il n'aidait plus seulement une femme et son enfant. Il se battait contre un système qui permettait aux gens de devenir invisibles. Une cruauté plus subtile, mais tout aussi dévastatrice que l'humiliation publique de Julien. Lors de leur rendez-vous suivant, dans le bureau stérile d'une assistante sociale débordée, Chloé se livra davantage. Elle parla de la terreur subtile de la vie avec son ex-mari, un homme respecté dans leur petite ville. Elle décrivit les humiliations constantes, l'isolement de ses amis et de sa famille, la façon dont il l'avait convaincue qu'elle ne valait rien. S'échapper n'avait pas été un seul acte de courage, mais 1000 petites rébellions qui avaient finalement abouti à cette fuite éperdue, avec Victoire pour seule richesse.
Entendre toute l'étendue de sa souffrance, les cicatrices invisibles qu'elle portait, renforça l'engagement d'Alain. On se demande souvent comment des gens trouvent la force de tout recommencer à zéro. Si vous pensez que de telles histoires de courage méritent d'être entendues, votre soutien en vous abonnant nous aide à continuer de les partager. Après des semaines de lutte, Alain remporta une première victoire. Il leur trouva un petit appartement meublé dans un immeuble calme et anonyme. Ce n'était rien de luxueux, juste 2 pièces et une petite cuisine. Mais pour Chloé et Victoire, c'était un palais. Il tendit la clé à Chloé, dont la main tremblait en la prenant. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Victoire se précipita à l'intérieur, son rire résonnant dans l'espace vide. Elle sauta sur le lit, un vrai lit, enfouissant son visage dans l'oreiller propre. Appuyée contre le chambranle de la porte, Chloé laissa couler des larmes silencieuses. Des larmes non pas de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'elle avait l'impression de pouvoir enfin respirer après des mois passés sous l'eau. Pour la première fois, elles avaient une porte à fermer à clé. Cette paix fragile fut de courte durée. Quelques jours plus tard, en ramenant Victoire d'un parc voisin, Chloé se figea. De l'autre côté de la rue, un homme les observait. Il ressemblait étrangement à un cousin de son ex-mari. Il tourna rapidement les talons et s'éloigna, mais le mal était fait. La terreur qu'elle pensait avoir laissée derrière elle revint en force, froide et paralysante. Chaque ombre devenait une menace, chaque inconnu un espion potentiel. Elle appela Alain, paniquée, sa voix n'étant plus qu'un murmure affolé. L'appartement, autrefois symbole de sécurité, ressemblait maintenant à un piège. Les murs qui devaient les protéger semblaient soudain se refermer sur elle. Son passé n'était pas un souvenir, c'était un chasseur, et il se rapprochait. Le rôle d'Alain passa de bienfaiteur à protecteur. Il fit immédiatement changer les serrures et installer un meilleur système de sécurité. Mais il savait que les barrières physiques ne suffisaient pas. Il commença à passer plus de temps avec elle, non par obligation, mais par un besoin sincère d'être une présence rassurante. Il accompagnait Victoire au parc, aidait Chloé à faire les courses et partageait de simples dîners avec elle dans le petit appartement. Il racontait à Victoire des histoires de sa propre enfance et, en retour, elle lui montrait ses dessins. Une routine tranquille s'installa, formant à eux 3 une petite bulle de normalité face à la menace grandissante. Il n'était plus un étranger qui les aidait, il devenait une partie intégrante de leur nouvelle vie fragile. Un soir, alors qu'il regardait Victoire colorier méticuleusement le dessin d'un château, une profonde prise de conscience s'imposa à lui. Il avait eu peur de les utiliser pour remplacer sa famille perdue, mais il comprenait maintenant que sa crainte était infondée. Il ne s'agissait pas de remplacement, mais de connexion. La chaleur qu'il ressentait n'était pas le fantôme de son passé, mais le début d'un nouveau présent. En les aidant, il avait réveillé une partie de lui qu'il croyait morte à jamais. Il ne leur donnait pas seulement un avenir, elle lui en donnait un aussi. C'est parfois en tendant la main aux autres qu'on trouve son propre chemin. L'abonnement à notre chaîne est le plus beau des encouragements pour continuer à partager ces récits qui redonnent un sens à la vie. La menace abstraite devint alors une réalité terrifiante. Par l'intermédiaire de son avocat, Alain reçut une information glaçante. L'ex-mari de Chloé, Marc, avait officiellement signalé sa disparition, prétextant qu'elle était mentalement instable et avait enlevé leur fille. Il avait engagé un détective privé et la recherchait activement à Paris. La police était désormais impliquée, mais du mauvais côté de l'histoire. Marc n'était plus un danger lointain, c'était un homme avec des ressources qui manipulait le système à son avantage. La nouvelle eut l'effet d'une bombe, faisant voler en éclats leur calme temporaire. Le chasseur savait dans quelle ville chercher. La question n'était plus de savoir s'il les trouverait, mais quand. La peur s'est matérialisée un mardi après-midi, sous un ciel d'un blanc laiteux. Chloé et Victoire rentrèrent du parc, la petite fille tenant fièrement un dessin de pissenlit. C'était un de ces moments de normalité fragile qu'elle chérissait. Et puis, il était là, Marc, planté au coin de leur rue, comme s'il les avait toujours attendus. Il n'avait pas l'air d'un monstre, juste d'un homme ordinaire dans un manteau sombre, mais pour Chloé,
C'était le diable en personne. Le sang se glaça dans ses veines, ses doigts se resserrèrent sur la petite main de sa fille. Le monde entier se réduisit à cette silhouette qui commençait à marcher vers elle, un sourire suffisant aux lèvres. Le passé n'était plus un fantôme. Il était là, en chair et en os, venu réclamer ce qu'il considérait comme sa propriété. Il s'approcha lentement, savourant sa terreur. « Chloé, ma chérie, tu pensais vraiment pouvoir te cacher ?» dit-il d'une voix faussement douce qui lui donna la nausée. Il ignora Chloé et posa son regard sur Victoire, qui s'était cachée derrière les jambes de sa mère. « Victoire, viens voir papa. Ta mère est malade, elle t'a enlevé. Mais tout va rentrer dans l'ordre maintenant. » Ces mots étaient du poison, conçus pour la briser, pour la faire douter d'elle-même, comme il l'avait toujours fait. Puis, son mouvement fut fulgurant. Il se pencha pour attraper le bras de la petite fille. Le cri de Chloé fut étouffé. Un son de pure panique, alors qu'elle tirait sa fille en arrière, son corps entier formant un bouclier désespéré contre la menace imminente. Soudain, une ombre se glissa entre eux. Alain, il n'avait rien dit, il était simplement apparu, se plaçant physiquement entre Marc et la petite famille. Il était plus âgé, moins imposant physiquement, mais il émanait de lui une autorité tranquille et inébranlable qui fit hésiter Marc. Alain ne le regarda même pas dans les yeux au début. Il posa une main rassurante sur l'épaule de Victoire, un geste simple qui disait tout. Puis, il leva lentement les yeux vers Marc, son regard froid comme l'acier. « Reculez !» dit-il d'une voix basse, dénué de toute émotion mais chargé d'un poids immense. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Le calme absolu d'Alain face à l'agressivité de Marc créa une fissure dans l'assurance de ce dernier. Ce fut l'étincelle dont Chloé avait besoin. La présence d'Alain, ce mur de dignité silencieuse, transforma sa peur panique en une rage purificatrice. La voix qui sortit de sa gorge n'était plus celle d'une victime tremblante, mais celle d'une survivante. « Tu ne nous toucheras plus jamais !» cria-t-elle, ces mots résonnant dans la rue soudainement silencieuse. « C'est terminé, Marc, ta prison est terminée, nous sommes libres. » Elle se tenait droite, les yeux brillants de larmes et de défi, protégeant sa fille non plus par instinct, mais par une force nouvelle et consciente. Alain ne la quitta pas des yeux et ajouta, s'adressant toujours à Marc mais parlant pour l'univers entier, « Elle n'est plus seule. » Ces 4 mots, simples et puissants, scellèrent la fin d'une époque et le début d'une autre. C'est à ce moment précis que les lumières bleues d'une voiture de police se mirent à clignoter au bout de la rue. Alain avait tout prévu. L'ordonnance de protection qu'il avait obtenue pour Chloé n'était pas qu'un morceau de papier. C'était une arme, et Marc venait de tomber dans le piège. Le visage de l'agresseur passa de la colère à l'incrédulité la plus totale, alors que 2 agents s'approchaient et le menottaient sans ménagement. Le bruit des sirènes s'éteignit, laissant place à un silence presque sacré. Marc fut emmené, un homme diminué dont le pouvoir s'était évaporé sur un trottoir parisien. Dans le calme qui suivit, Chloé s'effondra en larmes, mais des larmes de libération. Alain serra Victoire contre lui, et pour la première fois, il n'était plus un bienfaiteur et 2 réfugiés. Ils étaient une famille. Les mois qui suivirent furent ceux d'une reconstruction silencieuse et déterminée. Alain finança une formation professionnelle pour Chloé, non par charité, mais comme un investissement dans son potentiel. Elle se lança dans les études avec une ferveur qui impressionna tout le monde, absorbant chaque nouvelle compétence comme une éponge. Quelques mois plus tard, elle accepta un poste de réceptionniste au siège administratif de l'Empire Durand. Ce n'était pas un cadeau, mais une position qu'elle avait méritée. Chaque matin, en entrant dans ce bâtiment moderne, elle ressentait une immense fierté. Elle n'était plus une fugitive, mais une professionnelle respectée. Une mère qui pouvait offrir un avenir stable à sa fille. L'indépendance financière était une chose, mais la dignité retrouvée, la capacité de regarder le monde droit dans les yeux, était un trésor inestimable qu'elle avait reconquis par ses propres forces. Alain, de son côté, avait opéré sa propre révolution. La première étape fut de convoquer Julien,
le gérant de la boulangerie du 6e arrondissement. Sans élever la voix, il lui signifia son licenciement pour faute grave, expliquant que l'âme d'une entreprise se mesurait à la manière dont elle traitait les plus vulnérables. Mais ce n'était qu'un début. Il lança l'initiative « Personne n'est invisible ». Chaque soir, dans toutes les boulangeries du rang, les invendus n'étaient plus jetés mais soigneusement emballés. En partenariat avec des associations locales, ils étaient distribués avec respect et chaleur à ceux qui en avaient besoin. La boulangerie, qui avait été le théâtre de l'humiliation, devint le premier point de distribution. Sa vitrine, autrefois symbole d'exclusion, devenant une promesse de solidarité. Alain avait transformé sa culpabilité et sa douleur en une action concrète et durable. Leur nouvelle vie prit la forme de soirées tranquilles dans le petit appartement, qui était devenu un foyer chaleureux. Un soir d'automne, ils étaient tous les trois attablés, partageant un simple gratin dauphinois préparé par Chloé. Victoire, assise sur les genoux d'Alain, lui racontait avec enthousiasme sa journée d'école, ses rires cristallins remplissant la pièce. Il n'y avait plus de sauveur, ni de victime, seulement 3 personnes liées par une épreuve commune et un amour naissant. Chloé regardait Alain, non plus avec la méfiance d'une femme brisée, mais avec une tendresse profonde pour cet homme qui lui avait montré qu'il existait une autre forme de force, celle du cœur. En les observant, Alain comprit enfin. Il n'avait pas remplacé sa famille perdue. Il avait permis à son cœur de s'agrandir pour en accueillir une nouvelle. Leur histoire est un témoignage puissant que même dans les rues les plus froides de Paris, un seul acte de compassion peut faire refleurir l'espoir. La fondation Personne n'est invisible a depuis aidé des centaines de familles à se reconstruire, prouvant que le changement systémique commence souvent par un regard, une main tendue. Victoire grandit dans un monde où elle sait que la gentillesse est la plus grande des richesses. Chloé et Alain, quant à eux, continuent de bâtir leur avenir ensemble. Une famille de cœur née d'une rencontre improbable. Leur parcours nous rappelle que la compassion a le pouvoir de réécrire les destins les plus sombres. Si vous souhaitez que nous continuions à partager ces lueurs d'espoir qui illuminent le monde, votre abonnement est notre plus précieux soutien.